Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse à la mobilité. C'est un sujet important qui est un sujet d'engagement, vous allez le voir, des entreprises, et on en parle avec le DRH d'Arval. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et Réglo, le pacte d'associés. Oui, qu'est-ce que c'est exactement ce pacte d'associés? Comment ça marche? On en parle dans quelques instants avec un expert juridique. La pause café. On va souffler un peu, on va éteindre l'ordinateur avec Fanny Griesmer. Vous savez, ça fait des mois, peut-être presque une année pour vous, que vous faites des visios sur toutes les marques, les Teams et les Zooms. Vous n'en pouvez plus. Fanny Griesmer nous donne quelques conseils. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Christian de Boissieu. Il est économiste, il est le vice-président du cercle des économistes et on va parler évidemment de la réindustrialisation de la France. Est-ce que c'est encore possible? C'est une étude qui est sortie en février dernier, réalisée justement par le cercle des économistes. On fera le point sur cette situation, puis on parlera de la relance parce qu'on nous parle déjà de l'après-Covid. Et puis fenêtre sur l'emploi, on parlera de la négociation salariale. C'est souvent un sujet d'angoisse et d'inquiétude pour les salariés. Oui, il faut négocier avec le DRH. On aura quelques conseils à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job, on parle de la mobilité. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la mobilité et on en parle avec Bernard Blanco. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le DRH d'Arval. On va faire le point avec vous parce que DRH, j'évoquais les négociations salariales, évidemment ça vous a fait sourire. On va parler de la mobilité parce que votre entreprise d'Arval, c'est une entreprise qui non seulement propose des véhicules, mais pas seulement. Qu'est-ce que propose d'Arval exactement? Alors Arval propose des solutions évidemment de mobilité. On a construit notre histoire sur la voiture. On était location longue durée de voitures avec service. Et maintenant, nous amplifions notre offre avec tout un tas de solutions de mobilité, vélo électrique, autopartage, vélo partage, pour pouvoir couvrir un plus large panel des collaborateurs d'entreprise. La voiture de fonction servait surtout à 10% des collaborateurs. Ça c'est classique, c'est pour les cadres, c'est dans le package, on négocie la voiture de fonction. Exactement. Ça c'était ce qu'on connaissait. Là vous offrez une possibilité, même pour des collaborateurs qui n'ont pas de service en plus dans leur package, ils ont possibilité de quoi faire? D'avoir un vélo électrique par exemple? Vélo électrique, d'utiliser des services d'autopartage qui ont une empreinte évidemment carbone moindre, puisqu'on évite l'autosolisme, L'autosolisme, vous dites? Oui. C'est d'être seul en bagnole, c'est ça? C'est ça. Et on le voit, dès qu'on prend sa voiture le matin, on voit que beaucoup de nos collègues sont seuls en voiture. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a évidemment l'outil voiture, d'ailleurs qui est un peu en difficulté. On voit que les marques ont moins vendu de voitures neuves, que l'occasion décolle pas. Et puis vous avez aussi la bascule vers l'écologie, vers un monde plus vert, plus vertueux. Ça fonctionne dans les entreprises? Les entreprises y sont sensibles? Absolument. En 2020, 30% de nos commandes étaient pour des voitures électrifiées. Électrique 100% ou hybride? Électrique ou hybride, donc électrifié. Ça veut dire que les entreprises font un travail extrêmement précis sur les délais de déplacement, la durée de déplacement, parce que l'électrique, il faut quand même calculer le volume de recharge. Oui, mais sur un déplacement quotidien, domicile-travail, il n'y a pas d'enjeu de recharge sur les 20 km qu'on a à faire, bien sûr. Donc l'entreprise propose ce service ou vous proposez en direct, parce que l'entreprise vous a accueilli, au salarié qui va payer sa location? Comment ça marche? Alors, la voiture de fonction, ou qu'elle soit électrifiée, par exemple, ou c'est une voiture classique, simplement elle est électrique, et puis il y a tous les services associés, le service de maintenance, de réparation en cas de problème, d'assurance aussi, et il y a un paiement de loyer. Alors soit il y a le collaborateur contribue aussi au loyer, mais en tout cas l'entreprise en paye une grande partie. La voiture, elle a encore de l'avenir, parce qu'il faut préciser qu'Arval, vous êtes une filiale de BNP, Paribas, oui. Qui évidemment s'engage en tant que banque aussi sur ces projets environnementaux. On nous dit que la voiture, elle n'a plus d'avenir. Elle a encore de l'avenir ou il faut la repenser? Il faut repenser la voiture? La voiture a toujours un avenir, mais on voit apparaître de nouveaux besoins. On voit bien que les collaborateurs ont besoin de sens sur leur entreprise, donc privilégier une entreprise qui va promouvoir des solutions économiques, écologiques et sociales plus respectueuses. Et c'est pour ça, c'est ça qui permet l'émergence de solutions type vélo électrique, autopartage. Et même on a même une navette autonome entre la gare RER de Rueil-Malmaison et notre bureau qui conduit les collaborateurs sur
le petit trajet qui est entre la gare et notre entreprise. Attendez, là vous parlez d'Arval, de votre entreprise. Oui, absolument. C'est-à-dire que vous êtes évidemment les mieux chaussés pour le coup, et vous utilisez des outils qui sont écologiques. Ça veut dire que vos salariés, qui vous connaissent bien, puisque vous êtes le DRH, peuvent prendre cette navette. Absolument. Depuis, on a inauguré il y a quelques semaines, et elle fonctionne tous les jours. Que pour les salariés Arval. Que pour les salariés Arval, mais quel luxe. On a voulu expérimenter ça pour pouvoir voir comment on pouvait proposer ça à d'autres clients. Qu'est-ce qui fonctionne le plus en ce moment? Est-ce que l'entreprise fait des choix et arbitre entre du 100% électrique, de l'hybride? Elle choisit le vélo. Comment elle organise, je dirais, aujourd'hui sa flotte et ses modes de déplacement? Disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une solution de mobilité qui pourrait satisfaire 100% des collaborateurs. Et donc, nous, on veut proposer un panel complet. Après, il y a des entreprises qui font des choix très forts, politiques, de dire, voilà, nous, on ne veut que de l'électrique. Et ça, c'est un choix auquel on sait répondre. Le DRH d'Arval, combien de collaborateurs chez Arval? Arval, c'est plus de 7000 collaborateurs dans le monde et quasiment 2000 en France. Dans le monde, ça veut dire que la stratégie que vous développez sur ce plateau ce matin, c'est celle que vous portez aussi dans le monde entier, dans l'ensemble des sites Arval dans le monde. Ils se déplacent et utilisent cette palette de mobilité. Absolument. Alors, il y a une maturité différente selon les pays. Mais oui, nous souhaitons en 2025 que tous nos pays puissent ouvrir cette palette de possibilités de mobilité. Vous offrez aussi, je dirais, les aides d'État, parce que j'ai vu que la région, par exemple la région Île-de-France, propose pour celui qui aurait un vélo une aide, un soutien à l'achat du vélo, me semble-t-il. Tout à fait. Ça, vous l'amenez dans le package, vous dites, et en plus, on a les aides. Et ça, c'est pris en charge intégralement par la société. L'entreprise ne s'occupe plus de rien. Exactement. Alors, l'entreprise organise ça. Vous parlez de solutions proposées par le gouvernement. Nous sommes le seul loueur signataire du collectif forfait mobilité durable qui donne cet avantage, notamment fiscal, qui permet aux entreprises de donner et de proposer des solutions qui évitent de nouveau l'autosolisme et de mettre en place des solutions écologiques de mobilité. J'aime beaucoup le mot autosolisme. Voilà. C'est l'homme seul ou la femme seule dans son véhicule qui écoute sa radio et qui crée cet espace de moment un peu de soupape quand on y va ou quand on en part, qui est un moment comme ça où on se relâche un peu, c'est ce qu'on entend. Le diesel, ça représente combien de votre parc? Parce que vous avez des choix stratégiques, 7000 collaborateurs, une très grosse entreprise. Quand vous faites des achats de véhicules, vous devez flécher. Vous aussi, vous avez des stratégies. C'est quoi la part du diesel encore par rapport à l'hybride et à l'électrique? Il y a 3-4 ans, c'était plus de 80%. Aujourd'hui, c'est environ 50% de notre flotte. De notre flotte. De la flotte. La flotte. Mais comme je vous disais tout à l'heure, 30% de nos commandes en 2020 étaient sur des véhicules électrifiés. Donc il y a un vrai tournant. Ça veut dire que le diesel est en train doucement de passer sous la barre des 50% pour être dépassé par l'hybride et l'électrique. L'hydrogène, parce que la force de frappe de votre entreprise forcément réfléchit aux nouvelles technologies. L'hydrogène, vous y croyez? C'est le véhicule d'avenir? Ça fait partie des solutions qu'il faut qu'on explore un peu plus. Aujourd'hui, on voit quand même que l'électrique a pris plus de place, notamment grâce à certains constructeurs et certaines infrastructures qui sont mises en place. Donc pour l'instant, c'est à l'étude, il n'y a pas de développement. Vous envisagez aussi dans votre réflexion, j'imagine que vous avez des développements R&D, cette fameuse voiture autonome, c'est-à-dire que vous mettez déjà en place une navette, elle n'est pas autonome? Elle est autonome. Elle est autonome. Donc elle fait un trajet le même sur un rail. Même pas sur un rail, sur la route. Elle est autonome. Elle est autonome, oui. Et protégée, comment ça se passe là? Alors elle est équipée technologiquement de telle manière qu'elle va renverser personne, elle ne va pas rentrer dans le mur. Mais il y a une personne, malgré tout, de service qui est dedans, mais qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Et ça pour des dispositions juridiques. Qu'on soit clair pour ceux qui veulent envoyer leur CV, évidemment à Bernard Blanco chez Darval et qui veulent prendre la navette, concrètement, ce rail est protégé, cet espace est protégé? La navette autonome passe sur la même route qu'une voiture passerait. D'accord. Donc quand moi je suis en voiture en solisme, là, je tourne la tête et je vois une navette que je double, et elle est toute seule. Elle est toute seule. D'accord. Elle s'arrête et elle termine sa course toute seule. Et elle fait le demi-tour et elle repart. Et elle repart toute seule. Et ça, légalement, excusez-moi, je challenge sur ce... C'est autorisé, il n'y a pas bien sûr, oui. On l'a fait sans partenariat avec la mairie de Rueil, c'est tout à fait autorisé, oui. Et il n'y a eu aucun souci? Aucun. Donc on se dirige doucement, puisque je vous entends, vers une forme de voiture autonome?
Ça en fait partie. Alors après, nous, on n'est pas constructeur automobile. Hein. Les équipes de R&D, c'est chez les constructeurs. Non, mais vous amenez aussi votre valeur ajoutée. Et nous, on amène une valeur ajoutée en étant à l'écoute des clients et de leurs besoins. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des entreprises pour aider les collaborateurs dans leur mobilité de tous les jours. Donc la mobilité, c'est un enjeu fort. C'est un enjeu de développement pour Arval. Vous êtes aujourd'hui en développement parce que la crise Covid, on a beaucoup de DRH sur ce plateau qui nous disent, nous, en ce moment, on est un peu le pied sur le frein. On ne va pas se séparer de collaborateurs, mais on ne va pas embaucher. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, là ? Nous, on est une entreprise saine, qui fonctionne, qui a cru en 2020, qui va croître encore en 2021. Et nous sommes en pleine santé. Nous sommes aujourd'hui le leader européen des services de mobilité. De mobilité, on a bien compris, c'est pas que la voiture diesel, c'est pas que la voiture de fonction, parce qu'on est resté un peu à la voiture de fonction, c'était les années 80. C'est ça. On a la voiture de fonction avec téléphone dedans. Là, aujourd'hui, c'est une palette de mobilité. Le salarié peut acheter sa voiture en direct ? Bien sûr. Il peut l'acheter. Il peut l'acheter au terme du contrat. Oui, bien sûr, oui. Donc ça, c'est quand même un service intéressant. Il abonde, et puis l'entreprise abonde. Avant de nous quitter, la part des entreprises qui disent, bon, moi, je mets la main à la poche. Voilà, c'est 300 € par mois, je mets 150. En voiture de fonction, toutes les entreprises mettent la main à la poche. De toute façon, la voiture de fonction, elle est prise en charge par l'entreprise. Exactement. Bon, ça, c'est de fait. Bon. Mais un salarié qui n'est pas dans le package d'une voiture de fonction, l'entreprise abonde ou pas ? Elle peut abonder ? Ça dépend des entreprises, voilà. C'est des choix sociaux qui sont faits au niveau de l'entreprise. Merci Bernard Blanco, avec Merci à vous. ce petit accent qui vient de Béziers, Exactement. me semble-t-il, DRH d'Arval, 7000 collaborateurs en France et dans le monde entier. Allez jeter un œil sur le site, il y a peut-être des recrutements ou des postes qui correspondent à vos désirs, parce que la mobilité, c'est un sujet qui intéresse les jeunes et peut-être les jeunes talents. Merci d'être venu sur notre plateau, la suite de notre programme Smart et Réglo. On va parler d'un sujet très technique, c'est tout de suite. Smart et Réglo, notre focus juridique, comme chaque jour, un avocat, un expert juridique pour parler de sujets qui nous concernent, qui vous concernent, vous, chef d'entreprise. On parle aujourd'hui avec Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam du pacte d'associés. Alors, ceux qui n'ont pas créé leurs entreprises ne connaissent peut-être pas, mais ceux qui l'ont créé ont forcément entendu parler ou ont utilisé ce pacte d'associés. Arnaud, merci d'être là. Comment ça marche ? C'est quoi un pacte d'associés d'abord, pour commencer par le début, pour faire un petit cours de droit version licence ? Alors un pacte d'associés, c'est donc un contrat qui va être mis en place entre plusieurs associés et qui va permettre d'organiser en fait leur rapport politique et financier et pour, on va dire, organiser à la fois l'entrée d'un nouvel associé, nouvel investisseur, la vie sociale et également sa sortie, puisque évidemment, un investisseur a vocation à sortir à terme de la société. Voilà, donc c'est ça. Pacte d'associés, comme on le dit, on fait un pacte, donc on s'associe sous forme de contrat, on se met d'accord sur des règles, c'est ça ? Je veux investir dans cette entreprise, je voudrais mettre de l'argent, il faut bien qu'on organise tout ça ? Oui, alors tout à fait. Alors initialement, les pactes avaient été mis en place, on va dire historiquement, dans des sociétés familiales ou dans le cadre de création de joint venture, où vous aviez donc deux sociétés qui voulaient créer une structure commune. Donc on voulait organiser un petit peu ça. Aujourd'hui, c'est redevenu très à la mode dans les logiques d'investissement. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui énormément de sociétés qui souhaitent faire appel à des investisseurs extérieurs, puisqu'ils ont besoin d'argent frais. On ne peut pas toujours, sur une société naissante, je dirais en développement, utiliser uniquement sa trésorerie, on va avoir besoin d'une puissance de frappe, donc on va évidemment faire appel à des investisseurs extérieurs. Et donc, dans le cadre de l'entrée de cet investisseur, on va devoir cadrer les choses au maximum, parce que quelque part, on fait un peu rentrer le loup dans la bergerie. Oui. Et il va falloir très clairement que les choses soient cadrées pour éviter des problèmes par la suite. Donc, on vient mettre en place un pacte qui va donc être extra-statutaire, c'est-à-dire que vous avez les statuts de l'entreprise, et on vient mettre en place un contrat très spécifique à côté de celui-là, et qui va donc rentrer un peu plus dans les détails des rapports entre les associés. Et le caractère extra-statutaire a une véritable importance. Il investit, on cadre sa présence dans l'entreprise et le fait qu'il puisse intervenir ou pas dans la stratégie de l'entreprise, dans des choix stratégiques. Il intervient ou il n'intervient pas ? Ça dépend de ça dépend de ce qu'il met sur la table. Alors pas forcément de ce qu'il va mettre sur la table, mais ça dépend de ce qu'on va mettre dans le pacte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des investisseurs qui vont mettre énormément, mais qui vont être relativement dormants. C'est ça. Et puis à contrario, vous pouvez avoir des investisseurs qui ont moins investi, mais qui veulent véritablement intervenir, avoir
une ingérence, enfin pas une ingérence, mais en tout cas un regard concret. Un regard concret. Et donc il se place quoi? Au conseil de surveillance, il se place au COMEX, ça peut se passer à tout moment, je dirais, de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des clauses qui vont avoir attrait au vote. C'est-à-dire qu'on va permettre d'avoir des droits de vote supplémentaires, on va avoir des droits de veto, on va mettre en place des majorités qualifiées. Voilà, tout ce genre de choses qui vont permettre à l'investisseur ou à d'autres associés d'avoir un droit supplémentaire dans la société. Ça peut aussi se traduire par un droit d'information supplémentaire, parce que normalement la loi, elle limite les informations auxquelles un associé a le droit dans la vie sociale. Dans ces pactes-là, on va pouvoir avoir accès à tout. Voilà, on va pouvoir leur donner accès à des informations supplémentaires, ce qui peut être intéressant pour eux. Vous qui êtes juriste expert à SVP, information décisionnelle en droit des affaires, parce que je ne vous avais pas présenté, Arnaud, ça a quel avantage et quel inconvénient? C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je suis du côté chef d'entreprise, j'ai de la trésorerie fraîche, mais en même temps, il y a quand même quelqu'un, comme vous dites, qui rentre dans la bergerie et qui, à tout moment, peut prendre le contrôle de mon entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une stratégie à deux bandes quand on fait un pacte de... Justement, c'est tout l'intérêt de mettre ça en place. Et le pacte, il est évidemment pour protéger tout le monde. Il est là pour protéger l'investisseur extérieur, mais il est surtout là aussi pour protéger les associés fondateurs qui, souvent, vont être relativement obnubilés par le côté un peu business de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument développer leur boîte, mais ils ne vont pas être assez regardants sur l'aspect juridique des choses, sur ce qui va se passer par la suite, et notamment au niveau de la sortie, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'argent qui rentre, mais il ne faut quand même pas oublier qu'un investisseur, quand il rentre dans une société, il ne pense qu'à une seule chose, c'est la sortie. C'est-à-dire qu'il va récupérer du capital plus le gain, évidemment. Évidemment, le but c'est de récupérer son investissement, évidemment beaucoup plus, et surtout, on est vraiment dans des logiques de sortie, pas court terme, mais moyen terme. C'est dangereux d'ailleurs, entre la logique de l'investisseur court-termiste, on le voit là très récemment chez Danone par exemple, et puis une entreprise qui travaille sur le long, voire le très long terme. Là ça bug. Alors, c'est pour ça qu'il faut trouver des intérêts concordants, être lucide quant aux intérêts de chacun. C'est pour ça qu'il faut bien cadrer ça dans le pacte en lui-même. C'est la rédaction du pacte. Là, c'est l'expert juridique. Il n'y a pas plus cousu humain qu'un pacte d'associés. C'est du sur-mesure pour chacun. C'est pur sur-mesure. On va pouvoir y mettre énormément de choses. On va pouvoir y mettre, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus spécifique sur des points très précis. Ce qui compte, c'est véritablement la rédaction des clauses techniques, aussi du préambule, c'est-à-dire que c'est très souvent négligé dans les pactes d'associés, la rédaction du préambule qui va venir dire un petit peu quel est l'état d'esprit finalement des parties. C'est la philosophie. La philosophie du contrat, ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on tend, et ça c'est très important parce que le juge, dans l'hypothèse d'un contentieux, parce que comme tout contrat, il y a du contentieux. Il y a du contentieux, et le juge va très souvent utiliser ce préambule pour bien comprendre quelle est la volonté des parties. Et c'est à l'aune de ce préambule-là qu'il va justement donner sa décision. C'est pas du droit, là, c'est presque de la philosophie du droit. En tout cas, dans cette partie, introductive. Après, évidemment, dans la deuxième partie, on est sur quelque chose de beaucoup plus technique et qui va, on va dire, régler très spécifiquement les rapports entre les associés. Arnaud, juste une question avant de nous quitter. Je suis investisseur, j'ai mis dans mon pacte d'associés, dans la clause rédigée, une rentabilité de sortie. J'exige 20%. Il s'avère que vous êtes l'entreprise et malheureusement, vous n'avez pas réalisé l'objectif. Est-ce que je me retourne vers le juge en disant la clause n'a pas été respectée? Alors, ça dépend. Dans l'absolu, si la clause existe et que l'investisseur a mis en place une clause de sortie qui lui permet de récupérer une certaine somme, il peut l'exiger. Il peut l'exiger dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette clause soit considérée comme léonine. Donc, il y a quand même des limites. Mais on remarque dans la jurisprudence que pour que ces clauses-là, justement ces clauses de restitution, de prix, etc., soient considérées comme léonines, il faut vraiment y aller très fort. Léonine, quelle définition vous y donnez à ce joli mot? Léonine, on peut considérer ça comme une clause abusive. Et c'est le terme qu'on utilise en droit des sociétés pour qualifier une clause vraiment abusive. Et c'est vrai que la jurisprudence montre qu'il faut vraiment qu'elle soit très abusive pour qu'elle ne soit pas applicable. C'est pour ça que les associés fondateurs, quand ils font rentrer un investisseur, il faut vraiment qu'ils soient très vigilants dans la rédaction, parce qu'on peut se retrouver
à la sortie, parce que c'est quelqu'un très qui souvent exige l'encaissement. qui exige l'encaissement, et on ne pourra absolument rien faire, et on se retrouve finalement avec au départ une volonté de développer la société, finalement, ça avec l'appauvrit. de l'argent frais, et bien évidemment, si jamais on négocie mal ces clauses, on se retrouve avec un appauvrissement, et voire même des sociétés qui peuvent se retrouver en difficulté. Donc ça, c'est un vrai sujet avec les fonds voraces qui repèrent des entreprises et qui vont les vider de leur substance très vite. Exactement, il faut pas perdre à l'esprit qu'évidemment les entités qui investissent dans les startups, dans ces sociétés, je dirais en développement, sont des fonds d'investissement, sont des sociétés de capital risque, qui peuvent parfois dépecer la société à terme, et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place des pactes. C'est très important d'organiser les rapports et surtout être très vigilant quant à leur rédaction. Merci Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam, juriste expert en droit des affaires chez SVP. Information décisionnelle, je l'ai bien dit. C'était un plaisir de vous accueillir. J'ai appris plein de choses sur ce pacte d'associés. Tant mieux. Vigilance et prendre son temps. Grande vigilance. Je pense qu'il faut faut prendre son temps. Et pointilleux. Et pointilleux, voilà. Être accompagné, c'est très important. Et être accompagné, on a bien entendu le message. Merci Arnaud. On fait une petite pause café. Ça a dû vous arriver, vous, expert juridique en droit des affaires, ces fameuses visios à longueur de journée, où vous changez de support informatique en fonction des clients. C'est l'enfer. Fanny Griesmer nous explique tout. La visio, ça l'a rendu chaos. Quand la visio vous met KO, c'est une petite pause café, c'est l'occasion d'éteindre votre visio. Tiens, voilà. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est ça. Vous étiez en visio, vous nous écoutiez d'une oreille. Écoutez-nous attentivement. Fanny Griesmer est avec nous pour cette pause café quotidienne. C'est vrai que c'est l'enfer, la visio, non ? Oui, pour certains, oui, visiblement. C'est vrai que la visio, on l'utilisait un petit peu, beaucoup, voire pas du tout en fait auparavant. Avec la généralisation du télétravail, la visio est devenue un petit peu le lot quotidien de nombreux salariés. Une réunion sur Teams à 10h, 3 conf calls sur Google Meet l'après-midi, plus un avec votre manager. Et oui, c'est votre entretien annuel. Cerise sur le gâteau, un petit apéro Skype pendant le couvre-feu. Sans compter le Zoom et le Cibex. On passe, vous parliez de différentes plateformes, on passe de l'une à l'autre, même si vous restez sur la même. Finalement, effectivement, les visios incontournables pour maintenir un semblant de lien social, pratique pour continuer de se voir même à distance. Sauf que vous êtes épuisé, vous soupirez, pestez à la moindre invitation Meet, Zoom, Teams, Skype. Vous n'êtes pas le seul, loin s'en faut. Cela porte un nom, ça s'appelle la Zoom fatigue. La quoi, la Zoom ? La Zoom fatigue. Alors ça, c'est pas dans le dico encore. Pas encore, mais je pense que ça fera son entrée peut-être cette année, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine. En tout cas, que vous soyez fatigué, ça on peut le comprendre. Après tout, vous utilisez la visio dans le cadre de votre travail. Mais on pense aussi à la fatigue visuelle. Oui, effectivement, elle est réelle, liée bien évidemment à la fixation prolongée d'un écran. Mais cette Zoom fatigue, c'est une fatigue bien spécifique, une fatigue mentale, un sentiment de lassitude qui vous envahit alors que les visios s'accumulent. C'est en fait une discussion vidéo exige beaucoup plus de concentration qu'un échange en face à face. Et Fanny, des chercheurs se sont penchés sur la question. C'est intéressant d'analyser tout ça. Bien sûr, une équipe de chercheurs en psychologie de l'université de Stanford s'est penchée sur ces problèmes spécifiques. Déjà, ils ont confirmé ce que des millions de télétravailleurs savaient déjà. Les échanges par écran interposé provoquent un stress plus important que les réunions dans la vie réelle. Et d'après leur recherche, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Donc ils ont des réponses. C'est déjà la bonne nouvelle. C'est quoi ? Il y a un vrai sujet pour ceux qui en ont fait, et on en a tous fait, c'est l'absence de langage corporel. Exactement. On n'a pas les petits signaux... Sur lesquels on s'appuie en temps normal. Alors c'est vrai que lorsque vous échangez avec quelqu'un en face à face, votre interlocuteur reste rarement de marbre. Il bouge, il s'anime. Il vous envoie en fait inconsciemment des signes non verbaux que vous interprétez. Par exemple, je hoche la tête, vous allez dire... Non. Oui. Non, justement, elle vous écoute. Voilà, je vous écoute. Une posture un petit peu plus engagée. Voilà, ça veut dire je veux prendre la parole. Sauf que ces petits gestes, on les voit pas forcément très bien en visio. C'est vrai que donc le cerveau doit davantage se concentrer pour s'appuyer sur d'autres choses telles que le ton de la voix,
hein. Les expressions du visage, pas facile non plus à déceler. C'est pas simple, hein, surtout quand vous avez plusieurs participants lors d'une réunion et que finalement, vos interlocuteurs sur un même écran, en fait, chaque interlocuteur, leur image est réduite. Un timbre-poste. Un petit timbre-poste, hein, voilà. Donc c'est pas simple du tout. Et même si vous avez une bonne connexion Internet, hein, la technologie restitue toujours les informations avec un petit décalage. On a aussi le problème des images qui se figent, ce qui complique encore plus la tâche pour notre cerveau. Et puisqu'on parle de connexion Internet, n'oublions pas aussi qu'il y a des notifications qui perturbent notre concentration, le naturel de l'échange. Je pense notamment aux notifications de mails qui sont nombreuses. Autre chose, vous ne voyez que des visages. Ah oui, c'est horrible. Et oui, parce que finalement, on ne voit pas les mains. La caméra, globalement, elle a un centrage niveau épaule, donc vous voyez de là à là. Ça reste quand même relativement limité. Ça ferme plein de visages en face de vous. Alors que lors d'une réunion en présentiel, vous n'êtes pas si proche des autres. Et en visio, tout le monde regarde tout le monde. Même celui qui ne parle pas est dévisagé. Donc finalement, il y a une sorte de promiscuité visuelle qui met pas forcément à l'aise, hein, déjà d'une part, et qui peut être source de stress, encore plus si le retour de votre propre caméra est activé. Et oui, des fois on s'en sert pour faire des réglages. C'est comme si vous étiez en réunion finalement avec un miroir. Donc vous voyez tout le long de la réunion en train de réagir. Sauf que l'effet miroir est nocif. Il nous rend généralement plus attentifs et surtout plus critiques envers nous-mêmes, plus que si nous n'avions pas cette fameuse caméra en retour. Face caméra, nous sommes mis plusieurs heures face à nos défauts réels ou supposés. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Hein, et finalement, à l'envie de les gommer, hein, la généralisation du télétravail et le boom des échanges par écran interposé auraient dopé les actes de chirurgie esthétique. Incroyable. Plus 20 à 30% au niveau mondial, avec les interventions sur le visage en pôle position. Bon, si vous êtes effet positif ou négatif à passer ce stade, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez désactiver la caméra en retour. C'est à peu près accessible dans la plupart des paramètres des plateformes que nous avons citées. Comment on se prémunit de tout ça? Est-ce que vous avez des solutions? Parce que là, on a fait un diagnostic qui est un peu sombre, sauf pour les chirurgiens esthétiques, qui eux, évidemment, se sont frottés les mains. Mais comment on fait? Ajouter une chose, parce que ajoutez-le, Fanny. On parle d'une fatigue mentale, mais il y a d'autres mots qui seraient associés à cette Zoom fatigue: difficulté de concentration, irritabilité, maux de tête, de dos, des douleurs aux membres et à l'estomac. Donc c'est à prendre quand même très clairement au sérieux, d'où la nécessité de trouver des petites solutions. Peut-être penser déjà à faire des pauses, des pauses visuelles, à vous accorder un petit temps de récupération entre deux visios, donc adapter aussi les horaires de vos réunions si vous le pouvez. Exit aussi l'utilisation systématique de la caméra, vous pouvez la désactiver à partir du moment où la réunion ne vous concerne plus trop. Donc là, vous vous concentrez sur l'audio ou vous partez faire autre chose si vous le souhaitez. Et puis on n'oublie pas aussi le bon vieux téléphone, parce que l'avantage du téléphone, c'est que vous pouvez vous dégourdir les jambes, voilà. Vous servir un café en même temps. Exactement, et ça, la personne ne le voit pas. Oui, évidemment. Donc c'est quand même un peu un esclavage, hein. C'est un fil, un gros fil à la patte, comme on dit, cette visio. Non, mais en fait, j'avais pas conscience de cette fatigue via Zoom, et j'ai moi-même reçu une invitation à Google Meet, et je me suis dit, ah non, pas une visio. Ah non, pas une visio. Voilà. Donc moi, je peste poliment. Oui, à la visio, mais à la visio, pas trop. C'est peut-être un punchline. C'est ça. La Zoom fatigue. La Zoom fatigue. J'adore ce mot. On apprend plein de mots dans notre émission. Merci Fanny. Merci à vous. On se retrouve demain. Pas trop de visio aujourd'hui, évidemment. Non. La suite de notre programme, c'est après cette pause. Grand entretien avec Christian de Boissieu. Il est économiste, vice-président du Cercle des économistes. Et on va s'intéresser à tous les sujets qui ont trait, évidemment, à l'emploi. On va parler de la réindustrialisation de la France. Un rapport du Cercle des économistes sorti en février, donc il y a quelques semaines, tord le cou à cette volonté, je dirais un peu exagérée, de réindustrialiser à tout prix. On fait le point, évidemment, l'actualité est riche aujourd'hui. Le Cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Christian de Boissieu. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous connaissez, vous êtes économiste, professeur émérite d'économie à l'université. Émérite, ça veut dire vieux, hein, je vous l'ai déjà dit. Vous l'avez déjà dit, mais vous n'êtes pas vieux. Ça veut dire que vous avez exercé cette fonction et cette profession pendant un certain temps. Un certain temps. Ou un temps certain. Un temps certain, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes aussi le vice-président du Cercle des économistes, avec une double actualité aujourd'hui, avec ce fonds britannique qui met la clé sous la porte et qui repose la question de la
sidérurgie française. C'est pas un sujet récent. Et puis le Cercle des économistes, dont vous êtes le vice-président, dans ses cahiers, s'intéresse à travers un travail collectif, et vous le précisez, va-t-on vraiment réindustrialiser la France, avec plusieurs économistes qui tordent le cou à cette idée de attention au mirage de la réindustrialisation. Et puis je voudrais préciser, parce que ça fait évidemment écho à notre échange et l'échange que nous allons avoir, votre livre, vous allez le voir à l'antenne, il était édité chez Maxima, justement sur ce patriotisme économique. Voilà, le patriotisme économique a-t-il encore un sens aujourd'hui ? Le point d'interrogation est important. Avec un point d'interrogation. D'ailleurs, je vous pose la question immédiatement, puisque on va bien sûr balayer tous les sujets qui ont trait à l'emploi, à la relance, puisque le président Macron nous dit, là, dans un mois, le soleil sera là, on pense à notre relance. Cette question du patriotisme, la question qui est posée par ce fonds britannique qui met la clé sous la porte, des milliers de salariés qui font de l'acier en France se sentent aujourd'hui en danger. Bruno Le Maire, ce matin, chez nos confrères de France 2, dit « Ils n'ont rien à craindre, l'État sera derrière. En un mot, il fera du patriotisme économique. » Vous y croyez, cette notion de patriotisme économique, comme peuvent le faire les Américains, puisqu'on va en parler des Américains? Je pense qu'il faut distinguer patriotisme et nationalisme. Et c'est une formule qui avait été utilisée et réutilisée très souvent. Le patriotisme, en général, c'est défendre ses intérêts, s'aimer soi-même. Et le nationalisme, c'est détester les autres. Bon, et le patriotisme économique, j'y crois jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être naïf, on ne va pas fermer les frontières. La crise du Covid remet à l'ordre du jour tous les débats sur la souveraineté. Bien sûr. Le débat, la question, c'est de savoir à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau national, français pour nous, au niveau européen? Sur beaucoup de sujets, la bonne échelle de recherche, de contrôle, de souveraineté, de pouvoir, c'est l'échelle européenne. Je vous donne un exemple concret qui n'a rien à voir avec la sidérurgie. Les GAFA. Ça n'aurait pas de sens d'avoir des GAFA françaises, allemandes, italiennes, on est trop petits. Il faut faire jouer les économies d'échelle et sur beaucoup de sujets industriels. Mais il y a un point important que je veux signaler d'emblée, c'est que la réindustrialisation pose la question de nouvelles stratégies industrielles. Évidemment. Bon, le sujet était déjà à la mode en France. La France se faisait taper sur les doigts dans les années 70-80 quand on parlait de politique industrielle, même par rapport aux Allemands, par rapport aux Américains, qui en font sans le dire. Les Américains, ils font de la politique industrielle. Regardez le rôle des industries de défense aux États-Unis. Ils protègent d'ailleurs. Hein. Et on ne pénètre pas le marché. Hein. Voilà, le rôle de la dualité, ce qu'on appelle le Buy American Act de 1933, qui aussi va dans le sens du patriotisme américain. Et M. Biden a dit qu'il voulait renforcer le Buy American. Pour être très concret, la sidérurgie, avec les débats autour de l'écologie et de la stratégie vers des économies et des entreprises décarbonées, est-ce que vous croyez, vous, l'économiste, avec ce recul, l'expérience et à travers le travail mené par le Cercle, que notre sidérurgie a encore de la place ici, en France, ou est-ce qu'on maintient sous perfusion une économie qui doucement disparaît? Je ne crois pas à la disparition du charbon, je constate la réduction de la part du charbon pour des raisons de CO2, pour des raisons de carbone et d'environnement, donc d'écologie. Sauf dans un pays comme l'Allemagne, parce que l'Allemagne, comme vous savez, a décidé d'arrêter le nucléaire. Mais il faut bien trouver des sources de substitution. Et va chercher du charbon. Bon, va chercher du charbon. Mais vous m'interrogez sur la France, je pense qu'il faut gérer le déclin progressif, qui est sans doute inévitable de la sidérurgie en France. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Simplement, derrière ce débat, il y a le débat de la reconversion et donc de la formation. Qu'est-ce qu'on fait, ces salariés? Bon, et ça, on est toujours, on découvre les problèmes trop tard. C'est-à-dire qu'au lieu d'anticiper en disant, voilà, il va y avoir un problème local, voire national, mais c'est souvent des problèmes territoriaux dans la sidérurgie, avec des résonances nationales. Bien sûr. Il faut anticiper avec les problèmes de conversion, de formation, etc. Et ça, c'est un point abordé dans le cahier du Cercle des économistes, en disant, au fond, on a perdu beaucoup de terrain du côté français en termes de formation initiale. Regardez les classements PISA, primaire, secondaire, etc. Patrick les mathématiques. C'est un papier très intéressant. On y reviendra. Bien sûr. Mais il n'y a pas que la formation initiale, il y a la formation tout au long de la vie, la formation professionnelle. Il y a une réforme faite par M. Macron. Elle avance? Le CPF, non? Oui, mais pour moi, c'est nécessaire.
mais pas suffisant. Non, c'est pas gadget. Il fallait mettre de l'ordre dans les 35 milliards d'euros qu'on dépensait avant, qu'on dépense peut-être encore maintenant. L'important, c'est pas nécessairement de réduire les sommes. L'important, c'est que ça soit plus efficace. Et utile. Et utile. Et que l'information serve. Et donc, je veux dire, je suis frappé de... Vous prenez les chantiers navals, vous prenez la sidérurgie, vous prenez tous les sujets. Regardez, on reviendra peut-être sur le débat sur Danone, parce qu'il y a aussi des... J'allais venir. À la fois le long terme et le court terme. Une entreprise qui dit, attendez, moi j'exige 15% de rentabilité, c'est-à-dire qu'on l'évoquait tout à l'heure. Le fonds. Les deux fonds. Et Danone qui dit, moi je suis une entreprise à mission portée par un PDG charismatique, qui est aujourd'hui, qui n'est plus d'ailleurs que président, puisque... Enfin, il va l'être dans quelques mois, c'est pas encore... Oui. C'est pas encore fait, il est toujours le PDG en attendant qu'un directeur général prenne l'opérationnel. Ça vous choque, vous l'économiste, que une entreprise qui s'engage sur le long terme soit contrecarrée dans ses stratégies par un fonds qui exige... Je dirais, Danone a été la première entreprise en France, grande entreprise, à prendre le statut d'entreprise à mission de la loi Pacte. Tout à fait. Et donc ça, je salue cet effort, parce que entreprise à mission, ça veut dire le long terme, ça veut dire on met en valeur des critères ESG, E pour environnement, S pour social, G pour qualité de la gouvernance d'entreprise. Une éthique. Voilà. Donc, je trouve que ça tombe assez mal que ça tombe sur Danone. Alors, il y a eu des erreurs, je pense, faites par M. Faber, sans doute. Annonçant des suppressions de postes il y a quelques mois. Des erreurs stratégiques et des erreurs de communication. Bon, ce qui me choque aussi dans cette affaire de Danone, c'est que deux fonds, l'un à 3% du capital, et l'autre à 1%. Je ne sais pas s'ils sont de concert, mais au total, ça ne fait que 4%. 4, minoritaire. Que font les autres ? Il paraît qu'il y a 77% de flottants dans le capital de Danone. Alors les autres, ils ne font pas grand-chose, ils sont éparpillés. Mais il doit y avoir quand même quelques actionnaires qui ont quelques pourcents. Qui pourraient eux aussi prendre la parole. Ce qui me frappe, c'est que les fonds dits activistes, dans certains cas, ils jouent des rôles utiles. Mais là... je veux dire, je ne suis pas sûr que ça soit totalement utile ce qu'ils font, en attaquant la gouvernance de Danone, qui n'est pas la plus mauvaise du capitalisme français, la gouvernance de Danone, pour les raisons qu'on a expliquées. Ouais. Bon, et donc, voilà, je suis choqué qu'on soit dans un système où avec 3% du capital ou 4% du capital, on peut faire la révolution dans le gouvernement d'entreprise. Et je me dis, au fond, les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dorment ? Ils sont passifs ? Ou ils acquiescent ? Ils acquiescent. Mais ça rejoint le débat sur le rôle des assemblées générales, qu'on a heureusement voulu renforcer. Ça rejoint le débat sur les fameuses agences de conseil en vote. Vous savez qui si je suis actionnaire d'une boîte, je n'ai pas envie d'aller à l'AG, je vais donner un pouvoir. Je délègue. Voilà. Il y a un certain nombre de boîtes qui font ça. Bon, il faut avoir un capitalisme qui soit plus vivant, qui soit plus réactif, sans être révolutionnaire, je veux dire, à chaque instant. Il ne s'agit pas de déstabiliser les entreprises, mais il s'agit d'arriver à faire prévaloir les bons critères. Moi, je ne suis pas contre la rentabilité à court terme, la rentabilité financière que cherchent les fonds. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On appelle le return on equity, la rentabilité financière à court terme. À court terme. Enfin, ça n'empêche pas non plus, il n'y a pas nécessairement à choisir entre la rentabilité et la morale et l'éthique. Avant de nous pencher sur cette question de la réindustrialisation, parce que c'est un sujet fondamental, on avait un député qui avait travaillé sur les composants électroniques, qui a remis son rapport, qui dit qu'il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine. Nous, au milieu, l'Europe, on est battus sur les composants. Un mot sur l'emploi. 20 600 emplois détruits, c'est les chiffres de l'INSEE qui sont tombés ce matin. Bruno Le Maire, là aussi, s'enorgueillit. Il dit, attendez, on nous avait annoncé presque 800 000 emplois détruits. En 2020, on en a détruit que 320 000. Mais c'est l'oxygène. Concrètement, vous, l'économiste, vous dites c'est parce qu'on a maintenu, parce que ce système, notre modèle social a maintenu sous perfusion, et qu'après, tout ça va... Lui, il dit l'inverse. Le ministre dit on va relancer notre économie, et quand la relance va partir, on sera le pays leader en Europe. D'abord, la relance, je pense qu'elle met trop de temps à partir, à la fois au niveau français et au niveau européen. Regardez le plan de 100 milliards d'euros, la relance française. On va dépenser d'ici la fin de cette année 26 milliards sur les 100. Or, ce n'est pas dans 2 ans qu'il faut aider la conjoncture. C'est pas dans 1 an. C'est maintenant. Bon, donc la relance, je suis pour, mais je suis aussi pour réduire les délais. Même question de délai pour le plan de relance européen. Les 750 milliards d'euros, qui ne sont pas encore d'ailleurs définitivement actés, à ma connaissance, parce qu'il y a toujours des débats, c'est pour quand si c'est pour 2022, c'est trop tard. Ça m'intéresse moins que si c'est pour 2021. Bon, donc... Je dis simplement, c'est une bonne chose qu'on ait sauvé ces emplois, qu'on les ait maintenus dans l'entreprise. Je dis simplement, l'économie fonctionne sous la tente à oxygène.
avec le chômage partiel, avec les PGE, les prêts garantis par l'État, ça coince, hein. avec le fonds de solidarité, avec un certain nombre... J'étais pour et je suis pour. Le quoi qu'il en coûte, il fallait faire ça. Il va s'arrêter un jour, ce quoi qu'il en coûte. Mais le problème, ça va être la transition. Est-ce que... Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire la relance maintenant, compte tenu des délais d'action des plans de relance. C'est maintenant qu'il faut faire la relance, parce que dans 6 mois, quand 9 mois, on va retirer le tapis du bonhomme qui est pas bien, ou on va retirer l'oxygène. Il ne faudrait pas qu'il y ait une multiplication des faillites de PME, parce que ça ne serait pas bon pour l'emploi, etc. Donc il y a encore une interrogation. Je ne suis pas aussi affirmatif que M. le maire sur notre capacité, en quelque sorte, à gérer cette transition. Et à pouvoir accélérer à la relance, parce que c'est ce qu'il dit. Le problème des délais, le problème de la gestion du temps me paraît fondamental par rapport à ce débat. Il y a un sujet qui est soulevé dans le rapport. Va-t-on vraiment réindustrialiser la France? Alors c'est un rapport collectif avec des économistes du cercle, hein, qui sont vos collègues. Moi, j'ai fait focus sur Patrick Artus qui lance un sujet, alors qui est un sujet très sensible, dont on ne parle plus finalement, et il dit il y a un duo infernal, je le cite, qui explique la désindustrialisation de la France, c'est le couple coût du travail et compétences. Et les chiffres sont éloquents. Dans l'industrie, le coût horaire, cotisation sociale comprise, c'est 37 € en France, 35 en Allemagne, 27 en moyenne dans l'UE et 28,5 à 18 € dans les pays d'Europe centrale. Bref. On a un duo infernal et il parle des compétences. Oui. Sur le coût du travail, concrètement, est-ce qu'Emmanuel Macron pouvait aller plus loin pour faire baisser ce coût du travail, qui est un élément important? Oui, écoutez, en France, pour des raisons bien connues, y compris politiques, ah oui, c'est très politique. On n'allait pas faire ce qui a été fait au moment de la crise de la zone euro en Grèce, au Portugal, en Espagne, on n'allait pas baisser les salaires nominaux, les salaires sur la feuille de paye. Oui. Donc, baisser les pensions de retraite. Donc la manière pour nous de baisser le coût du travail, c'est plutôt de jouer sur les charges sociales. Alors, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, la droite et la gauche. Et il y a des sur moments... les SMIC, sur... Le débat, est-ce qu'il faut... 2,5 SMIC... 1,3 SMIC, 1,... Il y a des débats, y compris parmi les économistes. Mais ça, c'est pas étonnant qu'il y ait des débats parmi les économistes là-dessus. Moi, depuis le début, je suis partisan d'alléger les charges sans aller trop loin par rapport au SMIC, parce que les travaux montrent que vous créez de l'emploi quand vous baissez le coût du travail, peu qualifié en particulier. Donc, ça fait que ça crée des poches. On dit que ça crée des poches. Finalement, quand on retire les charges sur les SMIC, on a plutôt tendance à embaucher. Deuxième sujet, les gains de productivité. Oui. Parce que les coûts salariaux unitaires calculés par les statisticiens, c'est quoi? Sont les salaires rapporter à la productivité du travail. Donc une manière de baisser les coûts salariaux unitaires, c'est d'accélérer les gains de productivité du travail. Et ça rejoint le débat sur la R&D, sur la recherche, développement et l'innovation. Évoqué. Il y a des chiffres qui sont donnés dans le cahier. Je rappelle ce chiffre. En France, la R&D fait 2,2% du PIB français, 2,2%. En Allemagne, aux États-Unis, dans quelques autres pays, les pays nordiques, on est à 3%. Bon, alors on n'est pas les plus mauvais, mais pas de cocorico, on n'est pas les meilleurs. Loin de là. Et donc je pense que le débat sur la productivité est un débat important. Alors sur les compétences, puisque c'est la deuxième... C'est tragique, hein. Les obstacles à la réindustrialisation de la France, dit-il, sont les compétences des adultes des pays de l'OCDE. En compréhension écrite, la France est 21e sur 24. En compétences mathématiques, la France est 19e sur 24. Et en compétences en traitement de l'information, la France est 22e. C'est-à-dire en bas de peloton, dont on nous dit pourtant que notre modèle éducatif, notre modèle est formidable. Là, ce n'est pas l'entreprise et le politique qui gère, là, il y a un problème. Écoutez, à la lumière des enquêtes PISA de l'OCDE... Les célèbres PISA. On en est revenu. Hein. Veut dire, on est bien après pas mal de pays émergents, comme la Corée du Sud, et d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui ont mis le paquet là-dessus. Nous, c'est tragique. Hein. On vit sur l'impression qu'on est les meilleurs, parce qu'on a des grandes écoles d'ingénieurs, qui d'ailleurs sont obligés aujourd'hui de s'ajuster. Moi, je ne suis pas un polytechnicien, mais j'ai suivi un peu les débats sur l'ouverture, l'internationalisation de l'école polytechnique. C'est une nécessité. Hein. Il ne suffit pas de dire qu'on est polytechnicien pour devenir chef d'entreprise aujourd'hui. Il y a de la concurrence mondiale. Hein. Oui, il y a d'autres écoles. Mais la Chine forme beaucoup d'ingénieurs qui sont souvent très bons et qui sont à la fois moins chers et souvent plus modestes que nos ingénieurs français. Donc, je dirais... Centralien, par exemple. Non, mais... Attendez, je ne suis pas en train de généraliser non plus. Il y en a. Mais je dis simplement... on pensait qu'on avait une sorte de rente
de notre système éducatif, la culture française, la langue française, tout ça c'est important, je ne suis pas en train de le négliger, mais je veux dire, un peu de modestie, il faut retrousser les manches. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur les compétences. Mais quelle est la proportion des gens qui sortent des écoles d'ingénieurs qui sont dans la production? Faible. Il y a encore cette mode d'aller dans la finance. Pourquoi? Parce que on gagne beaucoup, on gagne vite. On gagne beaucoup, on gagne vite. On utilise ses connaissances mathématiques et statistiques pour faire tourner, inventer des produits dérivés auxquels personne ne comprend rien. Ou des algorithmes. Ou même pas les banques qui les vendent, même pas les banques qui les commercialisent, etc. Donc il y a eu... Mais alors ça, il n'y a pas que la France dans ce détournement, en quelque sorte, des ingénieurs vers la finance. Mais c'est un sujet profond, la compétence. Parce que ce n'est pas un sujet court-termiste, ce n'est pas un sujet qui se règle dans un débat de campagne présidentielle. C'est sur 15 ans. Oui, remarquez. C'est une génération. La baisse des charges salariales aussi. Le problème, c'est qu'à force de dire c'est un sujet de long terme, on l'attaque pas le problème. En disant au fond c'est de long terme, donc ça sert à rien de le traiter, surtout à 1 an et quelques de la prochaine élection présidentielle. On peut rien faire. Bon, mais justement c'est parce que c'est un sujet de long terme qu'il faut l'attaquer maintenant, qu'il faut ouvrir, par-delà, jumper par-dessus, sans être obsédé par les cycles électoraux. Qu'est-ce qu'on remet en question, Christian de Boissieu? On remet en question notre modèle éducatif, on remet en question la formation des enseignants. Qu'est-ce qu'on rebâtit pour inventer des jeunes qui un jour vont arriver sur un marché de l'emploi en sachant à peu près lire, comprendre les mathématiques et avoir une donnée un peu globale de l'information? Parce que c'est ça qui est dit dans ce rapport. Je pense qu'on remet un peu tout en cause. On remet en cause aussi la rente associée au diplôme. Je veux dire, quand vous regardez ce qui se passe dans les start-up, là, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la nouvelle économie, l'intelligence artificielle, blockchain et Internet depuis 20 ans, c'est pas nécessaire. Il y a des diplômés, mais il y a aussi des gens à 20 ans qui, dans leur garage, aux États-Unis... dans les soft skills, ce qu'on appelle les compétences... Donc, première idée... arrêter de penser que le diplôme est un sésame pour la vie. C'est-à-dire se mettre en situation de contestation, de concurrence, voilà, diplôme ou pas diplôme. Deuxièmement, je pense que notre système dualiste, grande école, université, ne fonctionne pas bien. Parce que la recherche se fait beaucoup à l'université et au niveau des lycées, les meilleurs élèves, souvent, vont dans les prépas. Bon, cherchez l'erreur, il y a quand même un sujet là. Et ça rejoint ce que je dis... Il y a la formation initiale, si je peux me permettre. Moi, je mets l'université dans la formation initiale. Moi, je repartais encore plus en amont, c'est-à-dire... primaire. Dès la primaire, en fait, on sait déjà si un élève va... quand même, d'un mot sur la relance, parce qu'il y a toujours ce débat qui est posé. On nous dit en ce moment que la crise Covid va permettre les relocalisations. On l'a beaucoup entendu. On est dans le Made in France, l'origine garantie France, avec des chefs d'entreprise qui... Je pense notamment à ceux qui fabriquent des lunettes, puisqu'on en a beaucoup parlé. Patrick Artus dit, attention, ça aurait l'effet opposé, cette espèce de phénomène de « on va tout relocaliser, le monde sera merveilleux ». Non. D'abord, vous n'allez pas faire revenir ipso facto les entreprises qui sont en Chine, en Inde ou ailleurs. Bon, elles reviendront si elles ont envie de revenir. Alors, c'est le problème des incitations. Et intérêt. C'est le problème de l'attractivité du territoire français, y compris donc la dimension fiscale. Je veux dire... ce qui fait l'attractivité d'un territoire, c'est un ensemble de choses, il n'y a pas une seule chose. C'est la capacité d'innovation et de recherche, les compétences, les talents, les bassins d'emploi qualifiés ou moins qualifiés, et puis c'est les conditions de l'environnement, y compris la fiscalité. Donc, première idée, les entreprises vont parvenir du jour au lendemain. Deuxièmement, je pense que plutôt que de chercher à relocaliser, il faut chercher à localiser. C'est ce qu'on dit dans le bouquin que j'ai dirigé, bouquin collectif. Sur le fameux patriotisme avec point d'interrogation. C'est plutôt... Bon, on va relocaliser une partie de la filière santé-médicaments à cause de la crise Covid. On s'est rendu compte que... Quel échec, si je peux me permettre. On a été complètement dépendant. Il n'y a pas de vaccin français aujourd'hui. On avait Sanofi qui était un fleuron mondial. Écoutez, voilà. Quelle catastrophe. Pas de cocorico. Pas de cocorico. Je me souviens de la visite de M. Macron chez Sanofi il y a quelques mois. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit. C'était avant d'ailleurs que... C'est vrai. C'était avant qu'on annonce que... Et la France a décroché. Voilà. Donc... il s'agit plutôt de localiser que de chercher à relocaliser. Et alors, les sujets, c'est les sujets abordés par M. Le Maire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut localiser en matière de 5G. Ça rejoint le débat aussi sur ce que j'ai dit sur les GAFA, le numérique. Je pense que sur beaucoup de sujets, chacun de nos pays européens est trop petit. Bien sûr. Et que on a beaucoup de mal il faut jouer les économies d'échelle. Il faut des politiques industrielles à l'échelle européenne. Et là-dessus, sur l'Europe, un mot.
sur les politiques européennes de la concurrence. Depuis 30 ans, Bruxelles a empêché certaines fusions qui auraient été bénéfiques pour la compétitivité de nos pays en Europe. Ça a commencé il y a 20 ans avec le rejet de la fusion Legrand-Schneider. Et puis ça a continué avec le rejet de la fusion des bourses. Il y a 10 ans, Francfort voulait se rapprocher d'Euronext, et puis Alstom, Siemens, etc. Pour créer des géants. Non, mais voilà, au nom de la protection des consommateurs. Moi, je maintiens que les fusions, ça peut permettre d'améliorer la compétitivité française en faisant jouer les économies d'échelle, et que ça permet de dégager des gains de productivité. Des gains de productivité qui peuvent profiter aux consommateurs par des baisses de prix. Il n'y a pas à opposer tout le temps compétitivité des entreprises et protection des consommateurs. C'est la philosophie européenne que... Il faut que ça change. Il n'y a pas besoin de changer les textes européens pour faire ça. On n'arrivera pas à changer les textes européens, il faut l'unanimité. Il nous reste peu de temps, mais avant de nous quitter, il nous reste 1 minute. Il y a le plan de relance américain, c'est 1900 milliards. Et j'ai lu qu'il y avait non seulement un plan de relance sur l'offre, mais sur la demande. $1 400 donnés aux Américains. De monnaie qui tombe du ciel. Monnaie hélicoptère, comme on dit. C'est ça. Vous y croyez ou pas? Parce que dans la réflexion que vous meniez sur le plan de relance en septembre dernier, vous disiez attention, il ne faut pas négliger le plan sur la demande. C'est 10% du PIB américain. Je pense qu'il joue sur les deux jambes, l'offre et la demande. Ce qu'on ne joue pas, nous, en ce moment, en France. Que ça va creuser les déficits américains budgétaires et extérieurs. Et ça relance l'économie. Ça relance l'économie, mais ça peut aussi faire baisser le dollar à travers l'augmentation des déficits américains. Aujourd'hui, le débat international, c'est hausse des taux d'intérêt, risque d'inflation. J'y crois pas trop, moi. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, mais il ne faut pas que les économies soient comme les marchés, il ne faut pas qu'ils surréagissent. Bon, donc moi je suis plus optimiste sur l'évolution des taux d'intérêt. Les banques centrales vont rester présentes, très présentes sur les marchés, sur le marché obligataire. Voilà ce que je pense. Merci Christian de Boissieu. Avec ce plan de relance, peut-être viendrez-vous nous en reparler, parce que c'était un sujet que vous aviez évoqué en septembre dernier dans le cercle des économistes, et ce plan de relance, on l'attend, et il est attendu. Moi, je pense que là, il ne faut pas trop attendre. Voilà, le livre de Christian de Boissieu, j'aimerais qu'on le revoie avant de nous quitter. Merci. Édition Maxima. Il est là, ce livre. Lisez-le. Le patriotisme économique. Que je ne suis pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, il y a quand même quelques experts et spécialistes. A-t-il aujourd'hui un sens où la mondialisation là, on est tombé en plein, je pense, dans l'actualité. Et vous êtes au cœur, c'est chez Maxima, et c'est le débat qui va être posé dans les jours qui viennent, parce que l'actualité va évidemment gonfler sur ces 3 sites industriels sidérurgiques, avec évidemment un enjeu salarial et stratégique, bien entendu. Merci Christian de Boissieu. Je vais retirer professeur émérite, je veux dire économiste, et vice-président. Voilà. Même si c'est un peu la vérité. Mais voilà. Merci d'être venu. On termine dans notre émission par fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser à la négociation salariale. Comment on fait, pour négocier avec son DRH, pour pas demander trop, mais en même temps pas demander trop peu? On fait un point tout de suite avec Aurélien Esposito. Et c'est tout de suite. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. La négociation académie, c'est intéressant parce que j'évoquais la difficulté qu'on a, nous, salariés, de faire une négo, être porteur. Alors, qu'est-ce que c'est cette négociation académie? C'est quoi? C'est une école où on forme comme ça des soldats de la négociation, des armées de négociateurs? Alors, la négociation... Racontez-moi, Aurélien. Merci Arnaud déjà de m'inviter. Je suis ravi de revenir sur le groupe. Oui, vous étiez venu plusieurs fois. Plaisir. Talent management? Ouais, c'est ça. À la base sur le groupe. Et on va lancer donc la négociation académie. Alors, on va essayer de ne pas former des armées. Les The Voice de la négociation. On va essayer de le faire un petit peu en mode The Voice, effectivement. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que la négociation, ça touchait tout le monde, pour tout. Alors, effectivement, on parle du salaire souvent ensemble, et c'est un vrai sujet. Mais on s'est rendu compte que c'était les mêmes méthodes qui pouvaient servir dans toutes les applicatifs qu'on peut imaginer. Et ça servait autant dans le perso que dans le pro. Alors, on a essayé de lancer un produit B2H. Alors, le B2H, Business to Human. Et la négociation académie, elle a cette vocation-là, c'est de former de manière sympa à la négo. À la négo. Alors ça veut dire très concrètement, pour ceux qui nous regardent, on est en Covid, donc on est en visio, c'est de l'académie virtuelle? Alors effectivement, il y a un premier volet qui est digital, pour le coup, qui se fait en ligne sur la partie théorique, mais tout le monde le sait, la négociation, c'est un sport de pratique. Et donc du coup, il y a d'autres volets qui vont arriver derrière, qui sont gamifiés, parce qu'on veut former par le jeu et sur des vidéos type YouTube. Donc c'est évolutif, on franchit des paliers en visio et ensuite, espérons-le, en présentiel dans votre académie. Aurélien,
les conseils pratiques, j'imagine qu'au départ, vous cadrez la négociation et qu'il n'est pas que salarial. C'est dans le cadre de la négociation commerciale, par exemple, et amoureuse aussi. Vous envisagez cette question-là? Alors, on a eu des sujets, on nous a demandé de tester des méthodes parce qu'en fait, la méthode de fond s'appelle OPEX et elle est basée sur les méthodes des négociateurs d'élite. On a extrait des choses assez techniques auxquelles on n'a pas forcément accès dans les lectures courantes. Et on a écrit la méthode avec ça et on nous a demandé de le tester sur un compte Tinder. Donc on va faire le test, d'essayer ces méthodes-là pour voir. Donc c'est quoi? C'est la façon dont on formule une question? C'est un peu de la PNL? C'est la façon dont on aborde la question? Effectivement, il y a beaucoup d'humains. On parle de profiling, on parle de lecture de l'autre. Alors pour revenir un petit peu à la négociation de salaire, quand vous devez négocier un salaire, vous devez comprendre la personne en face de vous, savoir ce qu'elle attend. Et la préparation est indispensable dans la négociation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce que l'on porte à l'intérieur de soi, c'est surtout savoir qui est l'autre et comment on va l'aborder. Exactement. Presque en allant jusqu'à connaître ses goûts, pouvoir l'amener sur des sujets qui le rassurent. Tout à fait. On frôle la manipulation ou on est dans la manip ou on est dans la négo? Grand sujet. Grand sujet où on se fait souvent je me suis fait avoir. Je suis tombé sur un négociateur de l'académie. J'adore en parler par contre. Je vous remercie de le lancer, Arnaud. On manipule, mais comme un coach manipule. Il n'y a pas forcément de la malveillance dans la manipulation. Oui, le mot manipulation, c'est pas un mot que vous voyez négatif. Pas du tout. La manipulation, elle peut être bienveillante si elle accompagne la personne à grandir. Et c'est ça qu'on va essayer de faire en fait, c'est d'amener un côté bienveillant dans la négociation. C'est pas une science exacte, il faut quand même préciser que négociation académique, c'est pas du 100%, vous leur dites pas on gagne à chaque fois. Surtout pas. Il y a quand même une part un peu d'invisible et une part de jeu dans tout ça. Dans le sport, on gagne parfois, puis on perd aussi. Alors, on a pour habitude de le comparer souvent à la boxe. Comme un sport, comme dans tous les sports, on doit se préparer beaucoup. Les grands sportifs vous le diront, c'est 90% de préparation. On doit savoir prendre des coups, en mettre et se protéger. Et je pense que c'est bien résumé la négociation. C'est comme ça que ça marche, c'est sur les mêmes critères. En un mot, négociation salariale, avant de nous quitter, les deux conseils clés que vous donnez à quelqu'un. Parce que la vraie question que l'on a quand on est en négo et on demande, on n'ose pas. On se rapetisse et quand on le fait, parfois on exagère. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de juste milieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vais vous donner un petit détail technique pour le fait de l'exagération. Je reviens après sur l'astuce. Ça s'appelle de l'inflation narcissique. C'est qu'à un moment, on veut faire trop fort. Comme on n'est pas assez préparé, on fait un excès de confiance et on bascule dans quelque chose qui est plus modéré. On se prend pour ce qu'on n'est pas. Bon, on peut le résumer comme ça. D'accord. Ça, c'est un excès narcissique. Et puis, il y a quand même les cas de figure les plus importants, c'est on se rapetisse un peu, quoi. Ou on n'ose pas. On n'ose même pas en parler. Ouais. Alors, on a dans notre culture un vrai sujet tabou sur l'argent. Et je pense clairement. Sortir de ça, absolument. La préparation permet de conforter. Et du coup, quand on sait où on se place au niveau salaire, on a moins d'illégitimité à l'amener. Et donc, on devient légitime et donc, on a plus de facilité à amener le sujet. Si je dois donner un conseil en termes de négociation pratique, à chaque fois que vous annoncez une expérience, vous donnez le niveau de salaire que vous avez pu avoir par le passé et ça vous évite d'avoir l'effet falaise d'Étretat au moment où il faut parler du sujet, de l'argent et de basculer dans le vide et là tout le monde se met à paniquer. On évite l'effet où il y a un grand malaise en entretien. Donc parler d'argent le plus souvent possible pendant l'entretien, ça va vous aider au moment d'en parler. On a appris plein de mots aujourd'hui avec vous, avec Fanny Griesmer sur les visios et j'ai appris l'effet falaise d'Étretat. Moi je connais l'effet chute du Niagara, vous nous avez fait l'effet falaise d'Étretat. Il faut des images pour qu'on puisse mémoriser, donc on le pratique souvent. Allez vous ruer bien à la négociation académie, cette fameuse académie virtuelle pour l'instant de la négociation, emmenée par Aurélien Esposito. Si je peux rajouter juste une chose, rapidement. Dès la sortie virtuelle, on lance le manoir de la négo, où on va vous faire vivre une expérience de 24 heures comme un Cluedo géant, où vous êtes plongé en immersion dans une situation de négociation et ça, j'ai hâte que la situation... Et tout d'un coup, quelqu'un vous attend. Et une nouvelle expérience. Et là, vous êtes challengé tout de suite. De formation. Donc, c'est le manoir, ça fait penser aux toiles d'araignée, quelque chose d'assez effrayant. Il y a des toiles d'araignée, ça sera donc à la campagne. Voilà, on vous a tout dit. Négociation Académie, Aurélien Esposito, Talent Management. Beaucoup de choses à découvrir et à apprendre aussi à travers cette académie. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Évidemment, comme chaque jour. Merci à Pauline Gratel. Merci à notre ami le réalisateur. Merci à Héloïse Merlin. Merci à Fanny Griesmer. Je crois l'avoir cité plus de 10 fois aujourd'hui. Merci à vous qui nous regardez. C'était un vrai plaisir de partager ce moment. Je serai là demain en direct. Évidemment, soyez fidèles. À demain. Bye bye.